Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour Question Éco, émission consacrée aux enjeux économiques et sociaux, diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Nous allons parler aujourd'hui des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Ces entreprises qui comptent entre 250 et 5000 salariés constituent une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises, les PME, et les grandes entreprises. Elles sont environ 6000 en France. C'est un chiffre en progression de 57% sur ces 20 dernières années. Leur part dans la valeur ajoutée de l'économie représente 33%. Et selon le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, elles sont le fer de lance de l'économie française, notamment dans le domaine industriel, puisqu'elles fournissent 42% des emplois dans l'industrie. Les 2/3 de ces ETI sont des entreprises familiales traditionnelles. Et pour parler des ETI de manière très concrète, je reçois aujourd'hui l'entrepreneur Loïc de Gromard. Bonjour Loïc de Gromard. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement à nos auditeurs. Vous avez une formation d'ingénieur électronique à l'ICEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, que vous avez complété par un cycle de management à l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez débuté votre carrière dans le secteur bancaire, puis vous avez été patron de PME dans la distribution pendant 8 ans, mais assez vite, vous êtes entré dans l'industrie, comme on entre en sacerdoce. Et vous avez 35 ans quand vous êtes appelé à la tête d'une PME familiale, en faillite ou au bord de la faillite, le verrier Picard Saverglass. Et cette aventure industrielle durera 40 ans. Et aujourd'hui, le groupe Saverglass est leader mondial sur le segment des bouteilles haut de gamme, je dirais au nez et à la barbe des géants du secteur. Et ce groupe compte 4000 collaborateurs et près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors nous allons parler avec vous de cette incroyable aventure que vous racontez dans un livre qui est paru récemment aux éditions Erol. Je dis son titre, c'est Souffler le feu sacré, Saverglass 40 ans d'audace et de vision sociale. Et puis vous nous direz dans la deuxième partie d'émission quelles sont les clés de la réussite pour une ETI. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur cette saga, on pourrait dire cette saga Saverglass qui s'appelait Société Autonome de Verrerie quand vous arrivez en 1984. Et dites-nous un peu quelle était la situation de cette petite verrerie picarde à Feuquières dans l'Oise quand vous l'avez rejointe en 84, quand vous avez été appelé à présider à ses destinées. C'était une vieille dame. Elle avait été créée en 1897 par un maître verrier dans la vallée de la Brelle, où sous Louis XIV avait pris naissance une industrie du verre qui avait été favorisée par l'autorisation donnée par le roi aux gentilshommes d'utiliser les forêts royales comme source d'énergie. Après avoir satisfait les besoins de la construction navale il fallait construire une marine à l'époque. Oui, notamment face aux Anglais. Oui. Alors, avec un effectif à l'époque de 230 personnes, elle était, c'est vrai, au bord de la faillite. Elle était victime, à n'en pas douter, d'une absence totale de choix stratégiques clairs, de ce fait d'un sous-investissement aussi chronique. Depuis une dizaine d'années, un outil de production en conséquence largement obsolète, et puis victime de la domination absolue de deux grands groupes qui se partageaient le monde de l'emballage en verre, en France et pas seulement en France. Ça s'appelait Saint-Gobain Emballage, c'est devenu aujourd'hui Verallia à peu près, et BSN, Boussois-Souchon-Neufzel, qui est devenu Danone, et qui a été ensuite, la branche verre de Danone a été cédée au premier verrier mondial qui s'appelle Owens Illinois. Oui, c'était vraiment le pot de terre contre le pot de fer, là. Oui. Alors l'outil était obsolète, ça c'est sûr, constitué d'abord d'un four avec une fabrication qu'on qualifiait de semi-automatique. Il serait plus exact de parler de quasi-manuel, puisque les cueilleurs de verre prélevaient le verre en fusion directement dans le four avec leur canne. Oui.
Ah oui, à l'ancienne. Complètement à l'ancienne, et qu'on fabriquait là. La seule chose qui était qui permettait de dire semi-automatique, c'est qu'on utilisait un compresseur pour souffler. Pour souffler, donc il n'y avait plus le souffleur de verre stricto sensu. Enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et puis on fabriquait donc là des objets hétéroclites, un peu de tout, et notamment des tuiles en verre pour éclairer les greniers qu'on glissait dans la toiture. Oui. Des bonbonnes... Comme des puits de lumière, quoi, c'est ça? C'est ça. Oui. Des bonbonnes de 25 litres, enfin toutes sortes vraiment de produits en verre. Et puis l'autre four était plus récent, il n'avait que 10 ans. Et il représentait un embryon de fabrication automatique de bouteilles. Donc la situation était difficile sur le plan financier, l'outil industriel n'était plus adapté, il était obsolète, vous l'avez dit. Donc il a fallu que vous procédiez, j'imagine après analyse de la situation et audit, à une réorientation stratégique. Alors quelle a été cette réorientation stratégique? En fait, le constat était tout à fait implacable. Il était absolument impossible de lutter contre Saint-Gobain et BSN sur leur terrain avec un outil obsolète, peu productif, et aussi, du fait de son obsolescence, un niveau de qualité inférieur au leur. Voilà. Donc moins de rendement et moins de qualité. Là, il ne restait qu'à baisser les prix, c'est ce qui avait été fait et qui avait conduit à la faillite. Donc ils ont sacrifié tous les prix. Alors le choix a effectivement été fait de se spécialiser vers, je dirais d'abord, avant de parler de haut de gamme, des petites séries de toutes formes et de tout format, très, très variés, type de produits qui en fait nuisaient à la productivité des grands verriers. Oui, ils n'en voulaient plus. Pardon. Ils n'en voulaient plus. Ils n'en voulaient plus, mais ils étaient bien obligés de les faire parce que les clients les demandaient. Et ils les demandaient. Mais on ne parlait pas encore de bouteilles de luxe, oui. À part quelques bouteilles de cognac ou de liqueur. Quelques cognac XO ou voilà, choses comme ça. Et quelques liqueurs Marnier, Grand Marnier, choses comme ça, mais c'était très l'exception. Alors bon, on m'a souvent dit que j'avais eu une intuition absolument géniale. La vérité, c'est que, comme toutes les autres voies m'étaient interdites, j'ai choisi celle-là. Oui. C'est la seule qui ne l'était pas. La plus difficile. Et il y avait des raisons, c'est que c'était difficile. Voilà. Alors, clairement, s'il existait une solution au problème, c'était celle-là. Ouais. Alors, on l'a tenté. En fait, on a fait de ce qui était un handicap à la compétitivité, c'est-à-dire l'absence totale d'automatisation, un avantage compétitif qui était la flexibilité et en matière à la fois de planification et de longueur des productions. Alors là, j'imagine que quand vous annoncez cette réorientation stratégique, c'est un peu la révolution que vous annoncez, ça a des changements incroyables. Donc j'imagine qu'il a fallu beaucoup de force de conviction, parce qu'il y avait quand même les actionnaires, j'imagine, à convaincre, ceux qui vous avaient appelé au chevet de cette entreprise. J'imagine les banquiers, parce qu'ils avaient des créances importantes. Et puis j'imagine aussi les salariés, vous avez bousculé les habitudes. À vrai dire, quand même, tout le monde attendait que ça change. Oui, donc quand même. Ça a aidé. Du côté des actionnaires, c'était une famille qui avait un beau passé industriel et qui, dans les faits, n'avait pas le choix. Et ils avaient tout perdu, pratiquement, ce jour-là. Les fonds propres étaient négatifs. Et donc, c'était pas difficile de raisonner comme moi en disant on va tenter l'unique chance qui se présente et en essayant de se positionner autrement. Ils ont dit banco. Du côté des banquiers, ils étaient eux aussi piégés par la dette qui existait. Et il faut préciser que dans les banques de réseau, qui étaient nos banquiers d'alors, il y avait les responsables de terrain avaient beaucoup plus de poids
dans la décision qu'aujourd'hui. qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Les banques de réseau, c'est BNP, Crédit Lyonnais, voilà, c'est qu'on des agences dans nos villes, quoi. Voilà. Et donc, on avait affaire à un homme, et on parlait d'homme à homme. Et des hommes qui jugeaient l'engagement de leurs interlocuteurs presque autant qu'aujourd'hui, on ne juge sur des PowerPoint et des tableaux Excel. Bon. Et ça a aidé parce que je crois que j'ai convaincu à ce moment-là. Oui. Le plus dur, ça a sans doute été du côté des salariés parce que le retour à la rentabilité, il s'est avéré très rapidement que le four obsolète dont je parlais devait être arrêté. Ouais. Et donc, ça se traduisait inévitablement par un licenciement. Fermeture de four, c'est un choc psychologique dans une usine. Oui, c'est comme un puits de mine qu'on arrête. Ouais. C'était dur. Alors, l'ampleur du licenciement, elle a pu être limitée parce que j'ai donc décidé à ce moment-là, en même temps, d'un investissement important sur le four qui subsisterait. Et qui avait 10 ans, celui-là. Qui était, oui. Alors qu'il était à reconstruire, quand même. C'est ça. Ouais. Non, il avait été reconstruit. Ah non, il avait été reconstruit. Mais ce que j'ai pu faire, sans rentrer dans le détail, c'était de rajouter de la capacité de production en aval de ce four pour exploiter toutes les tonnes disponibles, et donc les tonnes marginales, sans faire de la haute... les tonnes marginales ne coûtent presque rien quand elles ont été fondues. Oui, c'est ça. Donc ça tourne à plein, quoi. Voilà. Et ça a été décisif. La suppression des productions à perte sur l'autre four et l'augmentation de la rentabilité de ce four, ça a fait que... Alors, la deuxième chose qu'on a fait comme investissement, ça a été... Alors là, ça fait hurler, là, pour le coup, les actionnaires, c'était de construire des vestiaires et des locaux sociaux. Oui. Ça ne paraissait pas tout à fait évident dans la circonstance, mais ça a été tout à fait décisif. D'abord parce qu'il n'était pas acceptable d'avoir des gens dans des cloaques, littéralement, en plein hiver. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. C'était faisait chaud devant et froid derrière. C'était vraiment très, très dur. Et on a fait ça pour arriver au XXe siècle d'un coup. Et donc, dès la première année, premièrement, on a supprimé une source de perte qui était évidemment l'un de ces deux fours. Deuxièmement, on a rendu rentable l'autre four en exploitant mieux le tonnage disponible. Troisièmement, on a donné un signal qui était très positif aux salariés qui n'avaient jamais connu un tel plan d'investissement en 10 ans cumulés. Et en plus, cerise sur le gâteau, qui prenaient en compte leur bien-être, leur qualité de vie au travail. Oui. Donc ça, j'imagine que ça vous a permis de désamorcer les tensions sociales ou de les atténuer. En fait, on n'a pas tout à fait évité les grèves de protestation qui s'imposaient assez violentes. On a quand même soudé les grilles et fermé l'usine. J'ai été enfermé pendant 36 heures dans l'usine à deux. C'était quand même un peu violent, mais on sentait bien qu'il s'agissait plus de sanctionner le passé, où ils considéraient que la direction avait été défaillante, et qu'en fait on était prêt à tourner la page. C'était perceptible. Il restait un problème à cette époque, le problème des salaires, évidemment en situation difficile, on n'avait pas augmenté depuis un bout de temps, et surtout à une époque où l'inflation faisait rage. On est dans les années 80, on est des inflations à 14% par an. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, le fioul faisait pareil, parce que c'est le second choc pétrolier. Monsieur Mitterrand avait fait fort avec sa politique de favoriser la demande, parce qu'on a quand même eu trois dévaluations dites compétitives du franc. Et alors, on était dans une situation où on ne pouvait pas vendre la peau de l'ours, même si la suite a montré que dès l'année 85, nous sommes revenus in bonis, en territoire positif. Donc in bonis, c'est dans le vert sur les comptes, c'est ça ? C'est ça, dans le vert, oui, pardon. Dans le vert, oui, la couleur. Et même qu'on avait en un an couvert toutes les pertes antérieures. Donc c'était vraiment un redressement très, très net.
Bon, il fallait donc s'occuper des salaires, et c'est là que j'ai, au beau milieu d'une grève d'ailleurs, proposé l'idée d'un contrat d'intéressement pour les 3 ans à venir. Il s'agissait donc cette fois de faire bénéficier les salariés, philosophiquement c'est très différent de problème de salaire, de profits réalisés, effectivement réalisés. C'est une distribution de bénéfices qui n'excluait pas par ailleurs que l'entreprise prendrait corrélativement un engagement de compenser l'inflation sur les salaires, Oui. intégralement, et mieux, d'ajouter en l'occurrence c'était 0,5%, et je me suis tenu à ça pendant 40 ans, partager les progrès de productivité. D'accord. Donc on faisait l'hypothèse qu'on tiendrait toujours un progrès de productivité supérieur à 0,5 et on le donnait aux salariés. Alors, s'agissant du contrat d'intéressement, évidemment, la CGT était résolument contre. La CGT, qui était le seul syndicat représenté, comme souvent dans le Vert. Parce que, évidemment, c'est un système qui embarquait les salariés aux côtés de la direction dans la même aventure. Donc, c'est plus la lutte des classes. C'est un péché. C'est le contraire à la lutte des classes. Alors, j'ai été amené à contourner ce blocage d'une façon un peu tordue, j'avoue. J'avais remarqué que dans la population de nos salariés, c'était quasiment que des hommes, et que c'était les épouses qui géraient, qui tenaient les cordons de la bourse, et qui commandaient, qui régulaient la quantité passée au café. Et donc j'ai écrit dans les foyers, il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien de tout ça. Vous j'ai avez écrit une à lettre ces dames. à ces dames, monsieur et madame quand même, mais et en leur présentant une simulation de ce qui se passerait si mon plan était réalisé et de ce qui rentrerait dans la poche de chacun. C'est-à-dire pas loin de l'équivalent d'un mois de salaire de plus. Ça n'est pas rien. Et là, les dames étaient assez favorables, j'imagine. Oui, j'ai organisé un référendum, j'ai eu 94% de voix favorables. Donc mesdames ont convaincu messieurs. Voilà, puis la CGT s'est alignée. Et on a ainsi transformé un terme que j'aime pas d'ouvrier, d'employé ou de salarié en collaborateur. Mot qu'on a pour l'avenir érigé en obligation. Ils sont devenus des collaborateurs. Voilà, sont des collaborateurs. Donc c'est toute cette dimension humaine et dimension sociale. Je vois que nous allons atteindre la première pause de cette émission. Peut-être qu'en deuxième partie d'émission, avant d'évoquer les points clés pour les ETI françaises, vous pourrez nous dire rapidement ensuite le développement notamment en France et à l'étranger. Mais en attendant, nous allons écouter Schubert, le trio numéro 2, c'est le deuxième mouvement. Andante, c'est vous qui l'avez choisi, Loïc de Grosmont. Quelques mots sur sur Schubert, il y a beaucoup à dire. On fait une émission à ce moment-là,
Vous êtes sur KTO Radio à l'écoute de Questions Écho dans le cadre des conversations du week-end. Je reçois aujourd'hui Loïc de Gromard, entrepreneur, et nous parlons de Saverglass. Vous avez présidé Saverglass donc pendant près de 40 ans, jusqu'à une époque récente, et on parlait de ce sauvetage d'une entreprise. Et je voulais revenir quand même, avant de passer à la question des ETI françaises et des points clés de réussite, je voulais quand même compléter le récit sur les étapes du développement, parce que vous dites que vous avez choisi des petites séries. Et après, ces petites séries sont devenues majoritairement sur des segments haut de gamme. Vous avez pris des parts de marché très importantes, notamment symboliquement, on va dire c'est le cognac XO par exemple, etc. Et vous vous êtes développé, vous avez embauché, et puis vos fours étaient saturés, et il vous fallait des capacités de production. Il y a eu un développement en France et à l'étranger. Oui, alors, évidemment, c'est long de résumer. C'est difficile de résumer 35 ans en quelques minutes. Simplement, le point décisif sur le plan stratégique est que nous avons mis fin tout à fait à la guerre qui nous opposait aux deux grands verriers, en déclarant unilatéralement qu'on se retirait de toutes les grandes séries, toutes les séries supérieures à 2 jours. Donc ça, c'était Danone et Saint-Gobain. Et Saint-Gobain. Et ça a été très heureux pour eux, puisqu'ils ont réussi à se débarrasser de ce qui les gênait dans leur productivité, et très heureux pour les clients, parce qu'ils avaient enfin un interlocuteur passionné de ce que les autres rejetaient, enfin n'acceptaient qu'à... Donc les clients étaient heureux aussi. Les clients étaient heureux. Et là, on a commencé un peu comme sous-traitant de Saint-Gobain et de BSN, de Danone. Et puis rapidement, les clients ont trouvé que c'était plutôt mieux chez nous. Ils sont passés en direct. Ils sont passés en direct. Et puis, les élèves ont un peu dépassé les maîtres. Et on s'est fait un nom comme ça. La deuxième chose qu'on a faite, à part que en 5 ans, on a quadruplé le tonnage produit à Feuquières, déjà. Oui. Donc il y a eu un grand coup d'accélérateur. Mais en même temps, on n'a pas fait que ça. On a lancé une nouvelle activité qui était le décor des bouteilles, et qui aujourd'hui occupe quand même 700 personnes. Donc c'est pas avec plusieurs usines de décor, avec en France 4 usines de décor. Aujourd'hui, il y a 6 usines de verre, 4 usines de décor. Et donc ça a été une création ex nihilo. Vraiment, il a fallu apprendre. C'est pas le même métier. Ça ressemble plus à de l'impression qu'à de la verrerie. Et décor haut de gamme, verre haut de gamme, plus décor haut de gamme, fabriqué en interne. Voilà. Ensuite, la grosse étape a été... on s'est un peu spécialisé dans les entreprises en faillite, puisqu'il y en avait une au Havre qui était en faillite, et c'était la dernière verrerie familiale en France, qui s'appelait Tour et compagnie, et qui produisait 2 fois plus que Saverglass quand même en tonnage. Et donc on l'a reprise à la fin des années 90 et redressée. Et on a muté son activité vers notre activité, les petites séries de haut de gamme. Voilà. Ce qui permettait de tripler le prix moyen du kilo de verre à la vente. Donc ils ont fait un peu le même parcours que Feuquières 16 ans plus tôt. On a fait la même chose, on n'a pas arrêté de faire la même chose. C'était un truc qui marchait. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une stratégie qui gagne. Et la même chose, comme ça réussissait, un peu plus tard, on est allé en 2008 faire la même chose à Arques. La verrerie cristallerie d'Arques avait des problèmes, qu'elle a toujours d'ailleurs. Et on a repris une partie importante de la partie moderne de son usine à Arques, dans le Pas-de-Calais. Et là, vous avez créé une usine. Et on a recréé une usine complètement, reconstruit un four de 300 tonnes, etc. Puis surtout embaucher 300 personnes, parce que pour faire une verrerie, il faut des verriers. C'est essentiel. C'est plus important et plus difficile à faire qu'acheter des machines. La plupart venaient d'Arc International. Oui, c'est ça. C'était même l'esprit de nos accords avec Arc. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait aller un peu au-delà de nos frontières, puisque l'essentiel de nos productions partait à l'exportation. Oui. Et on est parti aux Émirats, à Ras Al Khaimah, pour des questions de coût d'énergie, de coût d'investissement aussi. Et de proximité géographique de certains marchés, de certains marchés, type l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Enfin, c'était pas des délocalisations, en fait, c'était pour accompagner un développement. Ça n'a rien supprimé comme production en France. Ça n'a rien supprimé, non.
Non. C'était de l'ajout. C'était du plus. Du plus. En gros. Et donc, les Émirats étant un lieu d'exportation assez idéal parce que ce sont les routes de l'Est et de l'Ouest qui se croisent, quoi. Et ensuite, ma foi, on est parti au Mexique. Là, c'était vraiment pour le marché mexicain et américain. Et on a créé, à partir d'un champ de cactus, un premier four. Et puis, 4 ans plus tard, on a fait un deuxième four, encore 2 fois plus grand que le premier. Et aujourd'hui, c'est la plus grande usine du groupe au Mexique. Au Mexique, avec et 2 qui fours. alimente les États-Unis et le Mexique, avec deux grands fours très modernes qui sont... C'est immodeste de dire ça, mais je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de plus beau au monde comme production de verre. Oui. Et de décor, parce qu'on a aussi fait un décor. Voilà, c'est ça les étapes. Il y a la dernière, ça a été de reprendre une usine en faillite. Hein, on se refait pas. Non, on ne se refait pas. En Belgique, qui aujourd'hui fonctionne. Et c'est celle qui est à Glun, je crois, si j'ai bien lu le livre. Voilà. Pardon ? C'est à Glun, c'est ça ? C'est à Glun, c'est ça. Très bien. Donc, effectivement, c'est une sacrée aventure. Peut-être rapidement, je crois que c'est ce que vous racontez, vous avez envoyé des commandos de collaborateurs français pour faire fonctionner ces usines, et pour former des gens. C'était... Alors, souvent, on me demande comment vous avez fait, parce que personne ne peut... Au Mexique, on envoyait 300 personnes quand même. Hein, oui. Et pas des ingénieurs, des techniciens, des collaborateurs, comme je l'ai dit, de tous les métiers. Bon, ce qui nous permet de démarrer une usine en 1 mois, alors qu'il y a des entreprises qui mettent 3 ans à démarrer une usine. Hein. Et pourquoi ? C'est que nous avons une organisation, on y reviendra peut-être quand on parlera de mon dada, qui sont les accords d'entreprise, qui nous a permis de maintenir un système à 4 équipes plutôt que 5, pardon. Oui. Pourquoi ? Cela permet en fait que dans une équipe donnée, il y a des personnes qui sont en repos. Et comme elles sont en repos pour arriver à la durée du travail adéquate, elles sont remplacées par d'autres. Et ces autres suivent des formations et pratiquent effectivement le métier 1 fois sur 3. Donc chacun a un objectif de grimper dans la hiérarchie de la production, ce qui fait d'abord que tout le monde est motivé, et deuxièmement qu'on est capable de projeter des gens qui connaissent le métier. Alors ceux qui s'en vont à l'étranger par exemple, sont ravis parce qu'ils vont tester leurs capacités et s'améliorer, notamment dans le management des autres et la formation. Et puis ceux qui restent en France, ça leur fait l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire dans les nouveaux postes. Et ça, c'est une dynamique. Je peux dire que chez Saverglass, je pense que c'est toujours vrai, tout le monde a un projet personnel de grandir. Voilà, oui. Et accessoirement, ça permet de former des commandos importants. Et ça a changé d'ailleurs autant la mentalité en interne, dans la bourgade de Feuquières, parce que quand on est prof à Dubaï, quand même, ça vous pose son homme vis-à-vis dans la discussion, dans la commune, quoi. On est quelqu'un. Alors, ces ETI françaises, là, on a un exemple réussi d'une PME sauvée de la faillite, mais qui a aussi un développement international, qui est devenu leader mondial sur le haut de gamme. Ça n'est quand même pas rien, cette affaire. Donc c'est pour ça que je tenais à ce que vous racontiez, parce que c'est un très bon exemple. On dit que ces ETI françaises, finalement, ne se portent peut-être pas si mal, même si actuellement c'est sans doute beaucoup plus difficile. Quels seraient, selon vous, les points clés du succès des ETI françaises, d'une ETI ? Et ce qui est clé, la première chose, c'est sûrement un positionnement stratégique judicieux. Oui. L'exemple de Saverglass est démonstratif à cet égard, voire caricatural. Le décollage, il s'est fait le jour où on a fait un choix stratégique clair et celui d'une niche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. On ne peut pas se confronter sur des métiers de masse. Bon. Pourquoi ? Parce que si vous essayez d'aller sur le terrain de jeu des grands producteurs internationaux, premièrement, ils sont en situation de duopole ou d'oligopole. Ils ont des économies d'échelle
très importante. Ils ont des armes financières dont une ETI ne peut pas disposer. Ils ont une capacité d'attrait sur les talents. Oui, les gens, je vais aller travailler chez Saint-Gobain. La promesse, maintenant, on dit j'ai travaillé chez Saverglass. Ouais, et maintenant, on dit c'est mieux. Travaille chez Saverglass. Mais la promesse d'une carrière, si vous voulez, ou d'inscrire sur son CV un passage valorisant, tout ça, ça attire les gens et c'est une difficulté. Il ne faut pas aller sur leur terrain, il faut choisir son terrain et donc une niche. Pour vous, une ETI industrielle doit choisir le terrain praticable, en quelque sorte. Sans oublier que les clients eux-mêmes sont récalcitrants à ne pas être en harmonie avec les grands producteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas se fâcher, ils n'ont pas les moyens de se fâcher avec les grands fournisseurs de la profession. Ça fait tout ça, de bonnes raisons pour une ETI de se positionner sur une niche ou d'en créer une. Bon, c'est carrément de la créer. Ensuite, se donner les moyens industriels, il faut investir beaucoup. Il faut de l'argent. Faut de l'argent et il faut le mettre dedans. Les outils industriels, c'est des investissements énormes. Oui, c'est considérable, et surtout dans ce métier. Et des moyens humains aussi. C'est une organisation humaine, c'est pas que de l'investissement. Et de façon à atteindre l'excellence, être meilleur que les autres, il n'y a pas de doute. Il faut faire la course en tête sans jamais faiblir, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer qu'on est arrivé à quelque chose, même si on est content, il faut continuer. Et je pense que c'est très important de s'attirer la sympathie des clients qui sont toujours ravis de voir des irréductibles gaulois s'opposer au quasi-monopole romain. Oui. Donc voilà, le poids des clients est très important. La relation avec la clientèle est essentielle. Donc les hommes, les clients et les capacités d'investissement. Et ça peut être nous mener à la question de l'actionnariat. Je disais que 2/3 des ETI sont des entreprises familiales traditionnelles. C'était le cas de Saverglass jadis. Quel était l'atout d'un actionnariat familial, mais aussi les limites ? Je pense que l'atout, c'est certainement la meilleure des fondations pour élaborer, pour créer une entreprise basée sur une niche, pour la faire grandir. Oui. Ça, c'est évident. Pourquoi ? La niche, on l'a dit, c'est existentiel. Si on n'est pas sur une niche, on en a du mal à survivre. Et deuxièmement, une famille actionnaire par rapport à toutes sortes d'autres actionnaires, la famille, elle voit l'entreprise comme un patrimoine qui se constitue dans la durée. Elle n'a pas besoin de le réaliser. Et depuis qu'on a supprimé l'impôt sur la fortune, qui imposait, si vous voulez, annuellement de distribuer des dividendes, parce qu'il fallait au moins pouvoir permettre aux actionnaires de payer leur ISF, et ce n'était pas un petit sujet. Maintenant, il n'y a même plus cette contrainte-là. L'ISF, il était payable que l'entreprise soit en profit ou en perte. Donc qu'elle soit capable de faire des dividendes, de distribuer des dividendes ou non. Bon, cela étant... Je précise quand même, dans les entreprises familiales, ça a été mon cas pendant 20 ans à Saverglass, c'est une famille actionnaire, et moi je ne l'étais pas. C'est plus facile de gérer une entreprise familiale quand les membres de la famille ne sont pas salariés de l'entreprise. Parce que sinon, il y a toujours le risque de mélange des genres entre la qualité d'actionnaire et la qualité de salarié, cadre ou dirigeant, quoi. Voilà. Alors ensuite, dans les modes d'actionnariat, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, le LBO. Donc ça, ce sont les fonds d'investissement, là. Ça, c'est le recours à des fonds d'investissement, oui. Alors, en bon français, c'est leverage buyout, c'est-à-dire le rachat avec effet de levier de l'entreprise. Ça, c'est certainement une évolution très classique pour une entreprise à capitaux familiaux au départ. De passer en fonds d'investissement. En LBO, oui. Parce que ces fonds vont avoir des capacités d'investissement plus importantes pour le développement des outils industriels, j'imagine. Oui, mais pour moi, ça s'impose souvent dans les entreprises familiales. Et ce qui est regrettable, c'est que ça veut dire en France passer
à des capitaux étrangers ou à des actionnaires qui sont souvent étrangers. Oui, parce que vous avez eu, Saverglass a eu le groupe Carlyle, par exemple, qui est américain. Carlyle, on a eu des Français, mais on a eu aussi le groupe Carlyle. C'est qu'en fait, dans une transition générationnelle, assez souvent, la branche familiale, il y a toujours une branche qui est à la tête, parce qu'on a déjà vécu d'autres générations, et la branche familiale qui est à la tête de l'entreprise n'a pas les moyens de désintéresser les autres branches. Et en plus d'acquitter des droits de succession qui vont arriver en même temps. Donc ça, c'est souvent une raison qui déclenche. Une deuxième, c'est que, comment dire, la mentalité d'une famille, je le disais tout à l'heure, n'exige pas une rentabilité à court terme. Mais par contre, la famille n'est pas taillée financièrement ou et psychologiquement pour faire face aux accélérations qu'exige le développement du marché, l'accompagnement du marché. Si la niche grandit, il faut absolument la suivre. Sinon, on va... Et là, une famille, ça tousse un peu. Parce qu'elle n'a pas forcément les moyens de suivre, ni la résistance psychologique pour aller vers ça. C'est pas son métier de famille, quoi. Hein. Et donc, comment marche un LBO ? Eh bien, LBO, c'est le rachat, en général, de la majorité du capital. C'est par un ou plusieurs fonds d'investissement. Plus il y en a, plus c'est compliqué d'ailleurs, en général. Donc, il vaut mieux en avoir un seul, si possible. C'est plus facile, si c'est possible. Et qui s'appuie donc, ce fonds, sur un groupe de managers. Et c'est le but du fonds, qui achète l'entreprise, c'est de la revendre, en gros, 5 ans plus tard, en réalisant une plus-value. Donc eux, ils veulent passer la caisse dans 5 ans. Voilà, c'est ça leur objectif. Donc c'est la valorisation de l'entreprise qui compte et pas la rentabilité annuelle. En fait. Aucun dividende. C'est pas ça la question. C'est pas la question. C'est vendre plus cher qu'ils n'ont acheté. Tout simplement. Et nettement plus. Et pour ce faire, ils sont prêts à partager avec les managers, voire avec les salariés, si un dirigeant révolutionnaire comme je suis le demande. Parce que vous avez fait de l'actionnariat salarié. Oui. En sorte de les fidéliser, car le fonds d'investissement, il n'est rien sans les salariés. Alors, il faut préciser que contrairement à une idée assez répandue par les détracteurs des LBO, les fonds ne freinent pas l'investissement en général. Ils sont toujours à la recherche de scénarios de croissance, car ce sont les seuls qui peuvent leur permettre de dégager une plus-value. Oui. Que ce soit de la croissance endogène, ou par l'innovation, ou par l'investissement dans l'outil de production, ou que ce soit de la croissance externe par acquisition d'entreprises tierces. Et pour moi, le premier mérite d'un LBO, quand on a atteint ce niveau de maturité, c'est d'obliger les managers à arrêter un business plan, une stratégie qui soit très précise à moyen terme pour les 5 ans à venir, qu'ils vont vendre aux fonds d'investissement pour susciter leur intérêt, mais il ne s'agit pas seulement d'un sprint sur les 5 ans, il faut préparer le relais de croissance ultérieur pour expliquer aux fonds comment ils vont pouvoir vendre derrière. Oui, et faire leur plus-value. Et faire leur plus-value. Donc, mais tout ça, c'est quand même un élément très positif pour former les managers à faire leur métier. Qui est quand même bien ça. Et à comprendre toutes les implications économiques de leur métier. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale, Loïc de Grandmar, en écoutant, c'est un autre choix de votre part, Mozart, bien sûr, le grand Mozart, le concerto pour piano et orchestre, deuxième mouvement, Adagio.
Vous êtes sur KTO Radio, vous écoutez Question Écho dans le cadre des conversations du week-end. Je reçois aujourd'hui l'entrepreneur Loïc de Gromard et nous parlions des clés de la réussite pour les ETI françaises. On vient de parler, Loïc de Gromard, des fonds d'investissement, de l'actionnariat. Vous avez parlé aussi de l'importance des hommes. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les gros sous. Mais il y a encore plus largement, pour réussir, il faut quand même, en quelque sorte, un écosystème plus large, peut-être. Oui, c'est vrai pour toute entreprise, mais c'est encore plus vrai pour une entreprise industrielle, et notamment une ETI, plus vrai que pour une grande entreprise. Évidemment, par construction, l'ETI n'a pas tous les moyens d'internaliser toutes ses fonctions, toutes les fonctions dont elle a besoin. Et bon nombre d'entre elles, elle va les chercher à l'extérieur, et ça marche bien si elle cultive une très grande proximité entre ses collaborateurs et les collaborateurs des entreprises extérieures. Des prestataires. Alors, les prestataires. Il faut des bons prestataires. Ce sont par exemple des avocats. On en a de plus en plus besoin, et a fortiori avec les LBO, des conseillers financiers, des ingénieries pour piloter des programmes industriels, de construction, de développement de l'outil. Plus généralement, toutes les entreprises qui contribuent à la construction des outils de production. Et avec ces entreprises, si on arrive à construire une confiance forte, parce qu'on travaille des décennies ensemble, on évite une perte de temps et souvent d'argent en évitant de lancer des appels d'offres à tout bout de champ. Parce que ça retarde énormément les processus. Il n'y a qu'à voir comment les pouvoirs publics mettent du temps pour réaliser quelque chose. Avec la commande publique, on le voit, Et on est beaucoup plus réactif avec ça. J'en veux pour preuve l'usine qu'on a construite à Arques, dans le Pas-de-Calais, qui a démarré au bout de 4 mois et demi de construction. Donc il ne faut pas changer de prestataire tous les 2 ans, tous les 5 minutes. Si on arrive à en sélectionner de bons et à créer une très grande intimité et confiance mutuelle. Donc ça, c'est un point clé, effectivement, parce qu'on a tendance effectivement à relancer des appels d'offres, vouloir trouver le moins 10 ans, l'affaire du moins 10 ans, et puis muscler la politique d'achat. Mais il faut voir ce que ça coûte à la fin. Ce que ça coûte à la fin, c'est-à-dire que ça peut coûter moins cher en apparence, mais à la fin, ça coûte plus cher. Alors, vous parliez on parlait de la commande publique, ça vous permet de parler des affaires publiques. On l'a vu, le commissariat à la stratégie au plan loue les ETI françaises, dit que c'est important, que c'est un fer de lance, etc. Parlons un peu des politiques publiques en faveur du développement des ETI, puisque l'État y est très attaché. Comment pourrait-elle être améliorée ? Est-ce que vous voyez 1 ou 2 points clés de ce point de vue-là ? Ou au moins, allez... Ça ferait de longs développements de parler de tout ce dont les ETI ont besoin. Je pense qu'il faut citer, il y a une chose qui est absolument clé, c'est l'innovation. Et en l'occurrence... j'ai vécu des systèmes différents. Il y a 20-25 ans, il existait au bénéfice des PME et des ETI un mécanisme totalement autonome, je dirais autoporteur, d'aide à l'innovation. Il était piloté par ce qu'on appelait l'ANVAR. L'ANVAR, c'était l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. C'était un organisme, on va dire, pour simplifier, paritaire, État-entreprise, et qui décidait d'attribuer une aide très substantielle à une ETI ou à une PME qui présentait un projet d'innovation jugé par ses pairs comme très intéressant. Bon. Et cette aide, c'est un chèque. Et c'était un chèque. Ouais. C'était un chèque, et l'aide était néanmoins remboursable s'il y avait succès de l'innovation, au prorata du chiffre d'affaires, etc. Et moi, j'ai vécu cela, parce que j'étais président de l'ANVAR de ma région. Et je peux vous dire qu'au niveau français, 58% des aides étaient remboursées par les entreprises qui avaient donc mis au point les innovations, ce qui veut dire que ça marchait, et que ça ne pesait pas trop sur le budget national. Bon. Alors, au lieu de ça, comme on fait toujours en France, on a fait un machin énorme. Donc, on a commencé par fusionner l'ANVAR avec le CEPME, qui était le crédit aux PME. On a fait un truc qui s'est appelé OSEO. Et puis après, on a dit que ce n'était pas assez compliqué. Donc, on a fait le crédit d'impôt recherche.
qui profite essentiellement aux grands groupes. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Donc là, pas aux ETI, mais aux géants. Et ça a coûté très cher. Et bon, alors je ne pense pas qu'il faut tout abolir du crédit d'impôt recherche, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'à force d'élargir la cible, on l'a raté. On a raté la cible. Pour les ETI. Et on a énormément complexifié l'affaire. Oui. Donc le message que vous délivrez, c'est faut toujours innover, d'autant que dans l'innovation, il y a aussi toutes les questions environnementales et là, ça demande de l'innovation et là encore beaucoup d'argent, de l'investissement. Et ça permet de créer des niches où les ETI excellent. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait parler, dans les quelques minutes qui nous restent, de cette animation d'une communauté humaine, ce qui est quand même le point clé pour toute entreprise, mais aussi pour une ETI. C'est vrai que entre une entreprise qui a 50 salariés ou après qui finit par en avoir 3500, 4000, il y a la question de savoir comment quand même on peut préserver un esprit de famille, un esprit pionnier dans une entreprise quand elle a comme ça une grande croissance. Beaucoup d'entreprises sont confrontées à ce problème. Oui. On a parlé tout à l'heure du partage de la richesse créée. Ouais. On s'y est appliqué à travers tous les mécanismes d'intéressement, de superintéressement, d'actionnariat salarié, etc. C'est important, c'est même absolument nécessaire, mais c'est important surtout sur un plan moral et sur un plan éthique. C'est-à-dire que c'est important pour chaque collaborateur de savoir qu'il ne travaille pas pour un fonds de pension de l'Ontario, quoi. Oui, même si l'actionnaire est un fonds d'investissement. Même si l'actionnaire est un fonds d'investissement, il travaille pour lui aussi et pour son voisin, son voisin dans l'entreprise. Mais en fait, le fait déclencheur de l'adhésion des collaborateurs au projet de l'entreprise, pour moi, ça n'est pas le partage de la richesse, c'est le partage, l'adhésion à une stratégie poursuivie par l'entreprise et le sentiment de participer à cette stratégie. Donc il ne suffit pas de partager la richesse, le magot, il faut aussi partager les idées, il faut partager les idées et donner à chacun l'impression qu'il contribue à la réalisation de ses idées, voire à l'élaboration de ses idées, pourquoi pas. Bon. Et personnellement, pendant 35 ans, j'ai réuni tous les mois dans chaque usine tous les collaborateurs. Pas tous les mois tous les collaborateurs, mais chacun y passait une fois par an, avec leur encadrement et pour expliquer la stratégie que se fixait l'entreprise. Pourquoi on faisait ça ? Une fois qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, on a plus envie de le faire. Et aussi décliner en termes d'objectifs individuels pour chacun des participants ce que représentent ces stratégies. Pourquoi on travaille à la qualité. Donc il faut trouver sa place dans cette stratégie et la comprendre. Trouver sa place. Et je peux dire que c'était à chaque fois 5 heures passées ensemble avec un groupe. C'est un marathon ça, Loïc de Gromard, 5 heures. Oui, mais c'est beaucoup de temps gagné. Oui. Avec évidemment un déjeuner, parce qu'on est quand même gaulois, on le reste. Qui nous réunissait avec des séances, donc un exposé, et ensuite des séances de questions et des réponses très ouvertes. Ça a pour premier résultat de toucher du doigt que le président, c'est un homme comme les autres. Et les cadres qui sont là, les dirigeants, sont des gens normaux. Donc vous conseillez ça à tous les chefs d'entreprise, c'est expliquer leur stratégie. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est montrer aussi que les dirigeants ne sont pas des rois fainéants, qu'ils donnent eux-mêmes sans compter pour l'atteinte des objectifs. Donc tout le monde travaille dans le même sens. D'échanger avec les participants de façon très informelle et souvent, ça m'est arrivé, je vais prendre un exemple, j'ai déjeuné un jour dans une de ces réunions à côté d'un contrôleur qualité, il a fini directeur de production au Mexique, de 1000 personnes. Donc, et ça, parce qu'on a eu une discussion en déjeunant, et qui m'a relancé ensuite, il m'a harcelé, c'est sûr. Et en fait, ce qui est fondamental aussi, c'est de marquer le respect qui est dû à chacun et qui est porté à chacun par ce partage d'informations et par une écoute individualisée. Pour moi, c'est la clé.
Je pense qu'on ne préserve pas un esprit pionnier à coup de partage de la richesse, mais avec du respect et de l'humanité. Voilà. Donc, et alors, il nous reste 3 minutes, mais peut-être un mot, parce que parfois, justement, cette humanité, les relations humaines peuvent être aussi tendues. Il y a la question syndicale. Vous en parlez un petit peu dans votre livre. Vous aimeriez bien qu'on change quelque chose dans le système syndical en France. En 2 mots, qu'est-ce que vous proposez comme système ? En 2 mots, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes syndicaliste d'être d'opposition radicale. Oui. Bon, c'est facile. Il suffit de crier plus fort que les autres et d'être contre tout. Et c'est très difficile d'être un syndicaliste constructif. Je pense, l'exemple de Saverglass, avec ce qui a été construit, les accords d'entreprise que j'ai abordés un tout petit peu, suivant la loi Robien, qui nous ont permis de dimensionner l'organisation exactement comme c'était Donc ça optimal. fonctionne par accord d'entreprise. Par accord d'entreprise. Il faut que les syndicats signent. Voilà, ça n'a été rendu possible que très, très rapidement par la loi Robien, dans les années 90. Et nous avons fait ça et nous avons construit un système qui existe toujours. Aujourd'hui, vous pouvez demander aux collaborateurs de Saverglass s'ils ont envie d'en changer. Grâce à quoi, à la fois, on a un modèle extrêmement flexible et adapté à notre créneau d'activité, et en même temps, un modèle qui permet aux gens de travailler 31 heures par semaine, s'agissant des collaborateurs postés. Malheureusement, 30 ans plus tard, ça existe toujours chez nous, mais en France, Lionel Jospin et Martine Aubry sont venus prendre l'inspiration chez Saverglass, et Martine Aubry nous a fait la loi sclérosante que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà. Et qui pose un certain nombre de difficultés. Alors, l'émission va toucher à son terme. Je précise que vous proposez que pour la représentativité syndicale, ce soit les salariés soient pas obligés, mais fortement incités à se syndiquer avec un abondement de l'entreprise au système syndical, parce que sinon on se retrouve avec un taux de syndicalisation ridicule et des syndicats non constructifs qui bloquent tout et qui ne représentent pas réellement les salariés. Aujourd'hui, dans les entreprises privées, vous avez 2% des gens qui sont syndiqués. Voilà. Autrement dit, les gens qui représentent les collaborateurs ne représentent rien du tout qu'eux-mêmes ou leur fédération. Je pense qu'il faut rendre quasi obligatoire l'adhésion à un syndicat. Un dernier mot avant de nous quitter. Vous avez dans le titre 40 ans d'audace, cette vision sociale. Et je crois savoir que vous avez une vision sociale qui vient un peu de ce qu'on appelait le christianisme social, une vision sociale chrétienne. On peut, les valeurs chrétiennes et le management moderne, est-ce compatible ? Non seulement c'est compatible, mais je pense que l'expérience de Saverglass démontre que l'enracinement dans ces valeurs est une force pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous fixez en principe que chacun doit faire grandir l'autre à côté de soi, dans toutes ses dimensions, ça ressemble beaucoup à l'amour du prochain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que le souci de justice, d'équité, c'est les meilleurs des catalyseurs de motivation qui soient. Et la vitalité de l'entreprise, sa capacité à se projeter vers de nouvelles aventures et défis, ça tient essentiellement au fait que chacun sait qu'une place lui est réservée dans cette aventure, est réservée à lui et qu'on lui a expliqué ce qu'on allait attendre de lui. Et ça, c'est une façon de prendre les gens pour des êtres humains et pas pour des rouages, des rouages d'une grosse machine. Merci beaucoup Loïc de Gromard d'avoir participé à cette émission Question Éco. Merci infiniment. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci Thibaut qui a réalisé cette émission et nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission Question Éco. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard